Beaucoup de gens connaissent les halles de Paris. Il y a très longtemps, ça criait, ça faisait du bruit, ça parlait avec les mains, ça donnait le meilleur. Et puis il y a eu Rungis. Beaucoup de gens connaissent les mines de Rungis, le plus grand marché d'intérêt européen. Ce marché qui va gérer la totalité des aliments, des ingrédients qui seront dans vos assiettes, eh bien c'est ici, c'est à Rungis. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous suivre dans une jolie promenade, du moins j'espère, tout au long des pavillons. Écoutez la passion, écoutez la générosité de ces gens que nous avons rencontrés pour vous. J'ai commencé à Halles de Paris en 1947. Ça ne devait pas déjà être la même façon de travailler. C'était différent, c'était convivial, c'était... Et au niveau de ce laboratoire de filetage, combien de poissons vous levez par jour en kilos? Nous à deux, c'est peut-être en moyenne. En moyenne, c'est presque 1,5 tonnes à deux par jour. 1,5 tonne de poissons levés par jour? Oui, pour les petits et les gros. C'est-à-dire que quand je dis les petits, c'est des rougettes de 100 grammes, c'est des saumons de 6-7 kilos. Le thon, par exemple, je fais du thon, je fais tout ça en filet. Comme là, on a fait, par exemple, vous voyez, ici, vous avez des filets de maquereaux pour un client qui fait des maquereaux vin blanc pour ses clients. Filets de maquereaux, vous avez des filets de plis, de carlet, qui sont faits en une seule pièce parce que c'est plus joli dans l'assiette pour un restaurateur, bien sûr. Filet de carlet qui ressort comme ça dans une assiette, vous voyez, c'est le genre de marchandise qu'on traite. Messieurs, merci. Et bonne journée, ou bonne fin de journée pour vous, puisque ça se termine. Merci beaucoup. Ça, c'est de la Mara des Bois, ça. Ça, c'est un très beau produit. Ça, c'est pour le nôtre. 4 myrtilles, 4 groseilles, 4 figues. Et la fraise des bois tout à l'heure, quand ça arrive, on lui met de côté pas. D'accord. Ok, c'est bon Didier? Ça marche, mon petit Jean-Mi. Si tu repasses tout à l'heure, on va boire un petit café si tu veux. Okay. Aujourd'hui, je vais pouvoir appeler. Allô? Il y a un joli buffet là. Ça va être très très bon pour la politique. Oh la vache, regarde ça si c'est pas beau. Eh, tu crois que ça se trouve ça? Du maïs comme ça? Donc la journée se prépare la veille avec toutes les appros qui se font entre 8h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Et pour pouvoir arriver le lendemain matin avec la marchandise qu'on a définie par téléphone. Il faut absolument créer un lien de confiance et que l'interlocuteur en face ait les mêmes yeux que toi. Pour nous, l'image de Paris Select, c'est un travail à long terme et ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Donc on a sélectionné des producteurs qui sont totalement différents des autres. Alors c'est vrai qu'on a la réputation de vendre des produits chers, mais je dirais aujourd'hui on ne vend pas des produits chers, on vend un produit différent de nos concurrents. On veut une garantie au niveau des pesticides, un suivi, une traçabilité, c'est un coût inévitablement. Donc aujourd'hui c'est ça, notre gros problème c'est de pouvoir et satisfaire en amont et en aval. À partir du 1er janvier de l'année dernière, on est obligé d'avoir une traçabilité sur les fruits et légumes. Est-ce que toi, ça t'a changé ta vie? Pour nous, ça ne nous change pas grand-chose, étant certifié Calipomme-Fel déjà, et déjà une rigueur très soignée de notre façon de commercialiser. Donc je pense qu'on a encore quand même un avenir. Oui, certainement, et c'est vrai que ça reste, à mon sens, l'un des plus beaux métiers du monde quand même. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a des produits multiples et variés qui changent en permanence. Je te remercie encore, Olivier. C'est moi qui vous remercie, Jean-Charles. Merci de la visite. Je prends ma commande là-bas et je me casse comme si j'étais pas journaliste. Ça marche. Allez, à bientôt. Merci.
comment marche la traçabilité sur une viande? La traçabilité, c'est pour un suivi de la marchandise. Donc c'est un suivi, si tu veux, pour pas qu'il y ait de fraude. Donc là, comme on voit par rapport à des étiquettes, tu vas faire suivre à des blondes d'Aquitaine et tout. Donc la traçabilité, si tu veux, aujourd'hui, c'est par rapport à des dates, par rapport à des viandes. Donc tu vois, c'est une viande bovine française. Ça, c'est une blonde d'Aquitaine, c'est une vache. Donc si tu veux, on a tous les éléments de c'est le passeport. C'est le passeport. Voilà. La carte d'identité de la bête. C'est la carte d'identité de la bête. D'accord. Et après, et sur cet étiquetage-là, on va trouver quoi? tu as tous les éléments que tu veux. Si tu veux, à partir, ça va carrément du fournisseur, enfin de l'éleveur tout au moins, jusqu'au bout de la chaîne. Est-ce que cette bête-là, vous l'avez vue vivante? Alors cette bête-là, celle-ci, on ne peut pas la voir vivante, mais beaucoup de nos bêtes, on peut les voir vivantes sur un site internet. C'est indiqué sur la traçabilité de la bête. Et donc vous allez voir l'éleveur, vous sélectionnez vos bêtes, elles sont abattues, elles vous arrivent. Disons qu'on a des gens sur place là-bas qui font un autre métier que le nôtre, qui achètent du vivant. Travail de cheville. Voilà. Travail de chevillard, voilà. Voilà, qu'un autre métier, il faut... Moi, personnellement, je ne serais pas capable de le faire. Ah ouais? Non, parce que c'est totalement différent. Voir une bête vivante et voir une bête morte, c'est un autre travail. Ah, c'est tout à fait un autre travail. On va avoir l'éleveur, le chevillard, le grossiste, le détaillant et le consommateur. Tout à fait. Si toutefois on lisait le passeport de cette bête, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'il y a décrit et jusqu'où on peut remonter? Alors nous, ça marche tout par numéro ou par code barre. À partir de ce code barre, remonter jusqu'au père et la mère de la bête. D'accord. Donc ça va, tout le monde va être touché par cette histoire. Le chevillard, l'éleveur, voilà, et le consommateur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'était impératif? Est-ce qu'on nous ennuie pour quelque chose qui vaut le coup ou est-ce qu'on en fait un peu trop? À mon avis, non, c'est nécessaire. Je crois qu'on n'est jamais assez strict. Aujourd'hui, le consommateur qui a une côte de veau dans son assiette, il peut manger tranquille, dormir tranquille, c'est du bon, c'est du frais, c'est du sain. Il peut savoir toutes les interventions qu'il y a eu sur la bête, de la naissance voilà. à ce qu'il a dans son assiette. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez toi? Déjà, on peut commencer par la géline de Touraine. Donc tout ça, en fait, ce sont des volailles qui sont à croissance lente. Ce sont des volailles qui ont à peu près 5 mois d'élevage, qui sont finies au produit laitier. Les pintades sont absolument traitées de la même façon. Donc là, on est sur des produits vraiment artisanaux auxquels on laisse le temps de se développer correctement. Puis après, on peut passer au poularde de Bresse, donc là c'est vraiment le luxe dans toute sa splendeur, le summum de la volaille de qualité. Comment est-ce qu'on connaît là, un peu les nourritures, le grain là tu me parlais des produits laitiers en finition, en affinage. Sinon, ce sont des volailles qui sont nourries principalement aux céréales. Ils utilisent aussi, pour les pintades notamment, ils utilisent du soja. Ce qui permet à la volaille d'avoir un aspect un peu moins gras. D'accord. Mais sinon, ce sont des volailles qui, sortant, peuvent se nourrir aussi de vers ou de choses qu'elles trouvent après sur les parcours, herbeux à ce moment-là. Tes clients sur le pavillon ici, c'est qui? C'est principalement des détaillants, des volaillers. On a aussi des restaurants haut de gamme, des étoilés, des gens comme ça. On travaille également avec les gens de marché, mais disons que le gros de la clientèle, oui, c'est du détaillant. C'est du détaillant. Volailler et boucher. On a des gens qui viennent d'Orléans, on a des gens qui viennent de Belgique également. Oui, donc Rungis, ratisse large. Ratisse large, oui, bien sûr. On a même des gens qui viennent de Hollande. On a un client hollandais, on a des clients irlandais. Combien on imagine que tu puisses passer de tonnage en volaille par mois, par exemple, ou par semaine? Une dizaine, 10-12 tonnes par jour.
là, nous sommes arrivés maintenant dans la plateforme du produit laitier sur Rungis. Certainement l'endroit le plus moderne. Comment marche RHC? RHC aujourd'hui, c'est une plateforme de 3000 m² de logistique, plus 1000 m² effectivement ailleurs pour tout ce qui est affinage, découpe et assemblage de produits fromagers. Sur le site de Rungis, donc 3000 m², 25 000 m³ de froid. Nous traitons environ 700 commandes jour en produits laitiers, charcuterie et un peu viande que l'on travaille de manière allotie pour un client particulier. Nous avons 1400 clients environ et c'est un site qui a la particularité d'être ouvert 7 jours sur 7 et qui est ouvert environ 22 heures sur 24. Les véhicules de livraison arrivent, nous déchargeons la marchandise et nous scannons tous les produits avec des pistolets code-barre qui sont reliés directement en radiofréquence à nos ordinateurs. Le réceptionnaire a toutes ces feuilles de réception ici sur lesquelles il contrôle donc le nom du producteur et ensuite les différents produits qui sont scannés. À partir du moment où la réception est assurée, il y a un contrôle qui se fait en radiofréquence après et ça part en contrôle facture fournisseur. Et c'est là que la traçabilité commence. Sur cette étiquette, il y a le nom du produit, le nom du producteur et on édite automatiquement un numéro de lot. Ce numéro de lot informatique va se retrouver lors de la préparation des commandes et apparaîtra sur la facture du client. On édite un état en une demi-heure de temps sur lequel figure le nom du client livré, le nom de la personne à contacter, son numéro de téléphone, la quantité qu'il a acheté et qu'il doit donc retirer immédiatement de la vente. Comme en plus d'avoir une des plus belles affaires de fleurs de Rungis, tu restes la mémoire de Rungis puisque vous êtes plus qu'une petite poignée. Qu'est-ce qui était mieux, avant ou maintenant? Les halles de Paris, je crois que ça restera dans les mémoires de tout le monde. On n'avait pas besoin, on ne cherchait pas à gagner de l'argent. C'était un amusement tous les jours. On travaillait sous les voûtes du pavillon Baltard et on avait 12 m² par emplacement que la ville de Paris nous louait. Quand on se promène dans les fleurs, c'est pareil. Est-ce que Rungis serait le seul endroit au monde où on n'est pas obligé de mettre des étiquettes de prix sur les produits? C'est la vente de gré à gré et d'abord on a un traité de concession qui nous dit qu'il est interdit de crier les prix, c'est-à-dire de parler fort pour que le client d'à côté entende. On n'a pas le droit de crier les prix ni de mettre des étiquettes sur les prix. Ah oui, donc on n'a pas le droit. Ça c'est interdit. On l'oblige à tout le monde sauf à Rungis, ou on oblige l'inverse. Ah non, dans tous les marchés de gré à gré c'est comme ça. D'accord. C'est une loi française. Comment se structure le travail de la fleur? Nous on a 40% de producteurs en direct. Et là, on travaille, c'est l'entité, ça fait tellement longtemps. C'est des gens avec qui je travaille depuis 40 ans. Ces gens-là me téléphonent une fois la semaine en disant voilà, j'ai beaucoup cette semaine. Bon, puis ça reste là. On reçoit leurs marchandises, on en discute et c'est terminé. Là, on les commande souvent passant par la Hollande. Parce que même en faisant du direct avec les pays autres que la Hollande, on paye moins cher en achetant une fleur de Colombie en Hollande que de l'acheter de Colombie à Paris.